Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents là en présentiel pour cette quatrième matinale du végétal. Merci à toutes les personnes qui sont connectées, puisqu'on a un certain nombre de personnes qui sont à distance. Je vous souhaite la bienvenue et je remercie nos deux intervenants d'être présents. Donc, Christophe Guineux de la société A2MI à Segré en Anjou Bleu. Voilà, si j'ai bien retenu la leçon. Et Thomas Evelins de Hortensia France qui témoignera après sur cette thématique. Donc, le principe des matinales du végétal, c'est faire témoigner un expert du sujet et ensuite avoir un témoin professionnel de la mise en application de la thématique. Donc, sur cette quatrième matinale du végétal, la thématique qui a été choisie, c'était de parler des innovations technologiques. Donc, dans un monde en pleine mutation, etc., où les conditions de travail sont de plus en plus, on l'avait vu avec une des matinales qui était sur la QVT, la qualité de vie au travail, les conditions de travail en font partie, et justement, le principe de l'innovation technologique peut favoriser l'amélioration des conditions de travail. Et donc, l'idée, c'est de voir avec M. Guineux, qui va présenter sa société et son expertise, c'est de voir en quoi les innovations technologiques peuvent favoriser et améliorer les conditions de travail, la performance au travail aussi derrière. Donc, le plus simple, c'est que je laisse directement la place à notre intervenant pour qu'il vous présente ce qu'il fait, comment il le fait. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment pouvoir s'approprier un peu la démarche en termes d'innovation et comprendre comment ça fonctionne dans ce mécanisme. Voilà. Ok. Je vous laisse la parole. Merci. 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 Donc, oui, vous aurez la possibilité de poser des questions après le témoignage de Thomas. Vous aurez la possibilité d'interagir directement aussi. Et puis, vous avez la possibilité de poser vos questions en ligne via le chat. Donc, on a Fanny qui va traiter directement les questions et on les reprendra en fin de séance. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Christophe Guineux. Je suis chef d'entreprise, une petite entreprise qui s'appelle A2MI. A2MI est une société segréenne qui a 20 ans d'existence, que j'ai créée donc en 2002. C'est une société qui est spécialisée dans la construction, la fabrication de machines spéciales, mais aussi la maintenance de machines pour l'industrie. Je ne travaille pas pour le bâtiment, je travaille pour les industriels, en quelque sorte. C'est une société d'une quinzaine de personnes, à peu près, pour vous donner la dimension. On est technicien à la base. Moi, je suis technicien depuis 1985, donc j'ai quelques années, on va dire, d'expérience avec mon évolution professionnelle par l'installation en 2002 donc, de ma société, la création de ma société. Nous intervenons sur différentes industries, l'industrie agroalimentaire, papeterie, bois, pharmaceutique, équipementier automobile, et puis un petit peu aussi, on va dire, dans l'agriculture, ou on va dire plus spécifiquement par l'Hortensia, HFP, que Thomas vous présentera tout à l'heure. Et après, j'ai, on va dire, évolué en fonction, je dirais, on parle d'innovation technologique, j'ai évolué forcément dans le métier, parce que vous imaginez bien qu'il y a 20 ans, on ne fait plus du tout ce qu'on faisait il y a 20 ans aujourd'hui. Ça évolue techniquement par des évolutions technologiques aussi du commerce qui existent et aussi par nos moyens de fabrication aussi. Pour vous cibler un petit peu notre société, on a plusieurs métiers dans notre société. Déjà, on va dire la gestion, forcément, que je gère moi aussi. Et on a bureau d'études, c'est-à-dire on dessine. Pour vous donner un petit peu l'évolution du dessin, c'est que moi j'ai un CAP, par exemple, dessinateur industriel, et on faisait tout à la main, forcément sur une planche, au crayon. Maintenant, on est plus avec de la 3D. Vous voyez l'évolution. Donc, on est en 3D avec un logiciel spécifique mécanique. On a aussi de l'automatisme. Avant, on faisait beaucoup de relayage. Maintenant, on est plus avec des automates programmables dans les machines. On a aussi du pneumatique. On a aussi de la fabrication mécanique, c'est-à-dire usinage de pièces. On a aussi de la fabrication tôlerie-chaudronnerie, c'est-à-dire châssis, mécano-soudure.
Et après, on ne fait pas la peinture et on ne fait pas de découpe laser. La peinture, on le fait faire à l'extérieur. Et tout ça, après, c'est monté en nos ateliers et livré chez le client et mis en route chez le client. Voilà un petit peu. Donc là, je vais vous dérouler un petit peu la vie d'un projet, comment on le travaille, ce projet. Quand je dis projet, c'est mettons une machine, mais il faut être très large sur le sens machine. Hein. Ça peut être une machine agricole, ça peut être une machine, comme je disais, agroalimentaire, n'importe quoi, tout en fait. Hein. Tout est valable. On va voir si ça marche ici. Donc la vie d'un projet. Donc la vie d'un projet, ça commence par un contexte en fait. Le client, lui, il a une problématique et il est dans un certain contexte. Le contexte, c'est social déjà. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez du personnel dans l'entreprise avec qu'il faut fidéliser aussi, des problématiques de recrutement, aussi de formation. Il faut encadrer un peu plus les fonctions de façon à ce que ce soit, on va dire, plus facilement productible derrière et aussi moins fatigant. On parlait des conditions de travail. Les conditions de travail dans une entreprise sont beaucoup plus considérées aujourd'hui par la pénibilité, c'est-à-dire tout ce qui est mouvement, pour éviter les troubles musculo-squelettiques. C'est le côté répétitif de la chose qui fait qu'on arrive à des problématiques musculaires et dit arrêt de travail. Et les arrêts de travail coûtent cher. Donc, on doit limiter ces arrêts de travail en simplifiant le travail, par exemple. On a aussi, alors là, il y a un problème. Hop, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Désolé, Sophie. C'est bon. C'est reparti. Ouais, j'ai dû bouger la souris. Il faut que ce soit bien centré. Donc, on parlait du social, on parlait du contexte économique. On est dans un monde assez économiquement parlant. On doit faire attention à nos investissements, à nos charges dans les entreprises, et on se doit d'être rentable. Une entreprise doit être rentable si on veut tenir. On peut avoir de la concurrence peut-être locale, ou voire de la concurrence internationale aussi. Et comment combattre cette concurrence internationale? On a beaucoup de clients qui nous travaillent avec la Chine, par exemple, et on sait très bien que les coûts sont très réduits là-bas. On a un avantage maintenant, c'est que les coûts de transport, ils ont augmenté, ce qui fait que les clients réfléchissent à plutôt produire, on va dire, localement, et ce qui est très bien. Mais il faut toujours faire attention à cette partie économique. On a le côté environnemental, on arrive aussi à des réglementations assez strictes au niveau de l'environnement. On a des décrets qui sont sortis, on doit être écologique, on doit faire attention à notre bilan carbone, à notre consommation d'énergie. Tout ça, il faut faire attention à ça, et les machines doivent aussi correspondre à un environnement. Le bruit, par exemple, on est tenu, par exemple, à ne pas dépasser 75 décibels, par exemple, sur une machine, vous voyez, pour éviter la problématique de surdité pour les opérateurs, par exemple. Donc là, on va définir une machine par un besoin. Vous avez un besoin, et on appelle ça le CDC, c'est le cahier des charges. Le cahier des charges, il va se monter, soit il se monte, le client le fait lui-même, mais des fois, ça peut être un cahier des charges qui est dans sa tête. C'est une idée. Vous avez une idée, seulement une idée dans la tête, mais vous ne savez pas l'écrire. Alors, par contre, il faut savoir l'écrire. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'un organisme extérieur qui arrive à... Enfin, c'est sa spécialité, c'est-à-dire d'écrire le cahier des charges. Donc, il est en relation avec le client et le cabinet extérieur va établir le cahier des charges selon l'idée du client. Par contre, il y a un cahier des charges qui peut être monté aussi avec un fabricant de machines, tel que moi, par exemple. Je peux aussi essayer de traduire l'idée du client
en cahier des charges, parce que je connais un peu le déroulé que vous allez voir tout à l'heure, je connais un peu les directives du cahier des charges pour bien définir son besoin. Donc, on se pose des questions. Pourquoi on a besoin d'une machine? Pourquoi on a besoin d'un système? Donc là, ça peut être déjà par les améliorations des conditions de travail. Ça commence souvent par là, d'ailleurs, parce qu'on a des travaux qui sont assez pénibles et on doit aider les opérateurs, par exemple, pour la manutention. C'est souvent le cas, par les phénomènes de rotation du corps, par la prise, je pense, par exemple, les rôles. Les rôles, on les prend, les plateaux, les plaques, on les prend très bas ou on les prend très haut. Des fois, même monter sur un escabeau. Donc, vous voyez, c'est souvent des idées comme ça. Le pourquoi. Et une problématique de saisonnabilité. La problématique de la saisonnabilité, c'est que, en fait, moi, je travaille que 2 mois dans l'année. Donc, il faut c'est très court et intense. Et je dois trouver du personnel sur cette période. On parlait du côté social tout à l'heure. C'est ça un petit peu aussi la problématique. C'est qu'il faut qu'on trouve du personnel. Et puis, je ne suis pas le seul. Ça veut dire que d'autres sociétés aussi, autour, ont besoin du personnel aussi. Donc là, il y a une très forte demande par rapport à cette saisonnabilité. Une rentabilité économique, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai besoin de faire telle ou telle opération sur un produit, mais en très court, un temps très court, et si je ne trouve pas de personnel, ou alors je suis obligé de prendre énormément de monde, et là, du coup, ma rentabilité baisse parce que mes charges augmentent. Vous voyez, tout ça, ça se calcule en fait. Et quand on parle de rentabilité économique, un système qui est défini en investissement doit être amorti. Amorti, ça veut dire sur un cycle d'années qu'on définit. Tout matériel investi est amorti. Et il est amorti selon le matériel en plusieurs années. Je vais prendre une moyenne, mettons, de 5 années. Et ça, c'était une moyenne qui était plutôt, on va dire, il y a 10 ans. Maintenant, on essaye d'amortir le matériel sur 2 ans et demi, 3 ans maximum. Donc, on calcule cette partie-là aussi. Des contraintes environnementales, réglementaires, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se doit, vous, dans votre travail, on vous oblige même à investir pour que vous soyez réglementaire sur respecter une consommation d'eau, respecter de l'énergie, hein, toujours, hein, c'est-à-dire éviter de trop consommer. Aussi, l'aspect, quand on a des produits chimiques, par exemple, ne plus utiliser ces produits chimiques. Enfin bref, tous les décrets qui tombent, on se doit de les appliquer et ça impacte aussi sur votre production, qui fait qu'on se doit de se poser quelques questions. Pourquoi? Et puis, j'en passe, hein, parce qu'il y a plein de choses que je peux oublier, parce que ça dépend aussi des activités. Et votre besoin, c'est toujours aussi la question, c'est où? Ça peut être une situation du projet, donc c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Où est-ce que j'ai besoin de mon système? Et on a des points de vigilance dans ces cas-là. Parce que forcément, si je suis à l'extérieur, vous comprenez bien qu'au niveau climatique, c'est différent que si je suis à l'intérieur. Quoique, si je suis dans une serre échauffée et forte humidité, ça peut être aussi une contrainte aussi. On a des points de vigilance de ce côté-là, avec l'environnement, l'humidité, la température, la pollution, les voies de circulation, des espaces dédiés aussi. On se pose des questions où on va installer notre système. Et puis la technique. On se pose des questions sur les cadences, les énergies, les contraintes du produit, parce que vous avez des produits qui sont fragiles, des produits qui sont vivants, un produit qui n'est jamais identique. Je travaille sur des produits, moi, pour certaines entreprises, qui sont vraiment parfaitement identiques. Mais il y a toujours des dérives. Et souvent, on se dit, non, mon produit, même dans une industrie, on va dire, autre que l'horticulture, hein, là, je travaille pour dépalettiser des verres en verre, des verres, pour mettre sur une ligne où il coule de la paraffine dedans pour faire des bougies. Et les palettes arrivent avec, c'est super bien, parce que les verres, ils sont sur des plateaux, et ils sont même dans des alvéoles,
Mais sauf que par le transport, la palette, elle bouge. Et puis elle est de travers. Mais moi, mon robot qui prend les verres, lui, il ne sait pas que la palette elle bougeait comme ça ou comme ça. Donc on se doit de contrôler tout ça. Et ça, il faut l'intégrer en fait dans le cahier des charges aussi. Et puis vous comprenez bien que les verres, c'est fragile. Donc il ne faut pas qu'on les fasse tomber, il faut faire attention, c'est une contrainte de produit. Et pour qui aussi? Donc là, un exemple, les opérateurs de repiquage, par exemple, c'est souvent des cas comme ça. Des préparateurs de commandes aussi. Alors là, on est plus sur des manipulations, on va dire, répétitives, encore une fois. Et quand, je donne un exemple, printemps 2023, j'ai besoin d'un système parce que c'est là que mon produit, je le travaille, c'est là que j'en ai besoin, et tout produit a une saisonnalité. L'hortensia, par exemple, les fleurs, n'importe, tout a une saisonnalité. Je travaille pour la cartonnerie, il y a une saisonnalité, tout ce qui est maintenant fourniture scolaire, il y a une saisonnalité. Les bougies, pour Noël, saisonnalité. L'équipementier auto, c'est pareil, ils ont des campagnes commerciales, il y a une saisonnalité. Tout a une saisonnalité. Alors, les attentes du client. Le client, qu'est-ce qu'il attend? En fait, il attend une attente de ma part. Il attend une capacité technique du prestataire, en fait. Il attend qu'on soit capable d'être en adéquation avec lui pour trouver la solution vraiment adaptée. Il attend ça. Il attend un équipement aussi, qu'on ait un équipement nécessaire pour pouvoir fabriquer son moyen. C'est-à-dire, je ne suis pas que bureau d'études, je suis aussi fabricant, parce que j'ai un atelier de fabrication. Donc, lui, il attend ça aussi, qu'on puisse fabriquer pour lui, et non pas que je dessine seulement la machine et que je la fasse faire à l'étranger, par exemple, et puis que je ne maîtrise pas, en fait, la fabrication ou les modifications demandées. Il attend aussi, ça c'est pour le futur, un support à distance pour l'aide opérateur ou de la maintenance. Si, par exemple, il y a une problématique, parce que c'est vivant une machine, hein, c'est pareil, c'est-à-dire la machine, elle est conçue, mais s'il y a de l'électronique dedans, il y a des capteurs, il y a des contrôles, on est sur des systèmes technologiquement assez avancés et assez sensibles. Et ça peut tomber en panne. Mais encore faut-il savoir où la machine est arrêtée, pourquoi la machine est arrêtée et où la panne se situe. Donc nous, on a des moyens technologiques qu'on n'avait pas il y a 20 ans. C'est on se connecte à distance et on est capable d'interroger la machine par un réseau ou voire un réseau 4G, c'est arrivé aussi pour des systèmes isolés, et voir par l'automatisme à distance où est-ce que la machine, qu'est-ce qui fait que la machine est bloquée. Et on dirige le client pour qu'il puisse dépanner lui-même. Donc, il attend aussi qu'on soit de proximité, parce que c'est bien aussi. On a beaucoup de clients. Alors, je ne vous ai pas dit, mais nous, notre rayon d'action, il est plutôt régional. C'est-à-dire, on est à peu près à 200 km. On travaille à environ 200 km à la ronde pour pouvoir réagir aussi rapidement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une demande de la part d'un futur client, mais qui est situé à Chambéry ou à Lille ou n'importe, là, je pose des questions, je dis, vous n'avez pas trouvé plus près. C'est quand même important la proximité. Essayez de trouver un confrère qui peut être de proximité. Et puis, il trouve, généralement, c'est un petit peu le défaut, nous, de notre communication, c'est-à-dire notre site Internet, qui n'est pas un site très évolué parce qu'on se doit de confidentialiser nos projets. Mais les clients, notre site Internet nous permet d'élargir effectivement à plus que régional. Ma foi, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on préfère aussi travailler localement parce que nous aussi, on a intérêt que ce soit de proximité. On n'a pas envie de se déplacer, de passer des journées dans les voitures pour aller chez les clients. Plus c'est proche, mieux c'est pour moi, pour mon personnel aussi. Donc la proximité aussi, parce qu'on fait attention à la consommation, mais aussi au bilan carbone, pour éviter de la machine, elle a
Si on fait le bilan carbone de la machine, c'est plus on fait travailler le local, la proximité, mieux c'est. La réactivité d'intervention, comme je vous disais tout à l'heure, pour le dépannage, c'est quand même important. Encore faut-il qu'on soit disponible, c'est pas évident, mais on y arrive. La réduction des coûts de déplacement, que je vous disais tout à l'heure, on a bien vu que les coûts des carburants augmentent. On est sur des véhicules qui consomment peut-être moins, mais on a quand même des coûts de déplacement assez importants. La capacité financière. Donc, en clair, je ne travaille pas pour toute industrie ou tout projet. J'ai une capacité financière capable d'accepter des projets à ma dimension et à la dimension du client. Je ne travaillerai pas sur des projets à 3 millions d'euros. C'est pas mon truc. Il y a d'autres bureaux d'études qui sont capables de faire ça. C'est pas mon axe de travail. Je travaille sur des projets qui sont, alors il n'y a pas de petits projets. Ça peut être un projet qui peut être à, mettons, 1000, 2000 euros par exemple, ou un projet qui peut être à 500 000 euros, 600 000 euros. Mais ça, je dirais, c'est mon maxi. Mais vous comprenez bien qu'il me faut quand même une trésorerie assez solide pour pouvoir travailler sur des sujets comme ça. Donc, on doit avoir une capacité financière. Il faut savoir que aussi, on est classé par la Banque de France. On a une lettre et un chiffre. Quoique là, c'est en train de se revoir, la classification, mais souvent, on parle de classification. Quand vous êtes classé en chiffre 9, vous êtes quasiment en dépôt de bilan. Et quand vous êtes à 0, vous êtes au top. Et nous, on est classé, alors c'est en fonction du chiffre d'affaires aussi, donc on est H. H, c'est plus d'1,5 million de chiffre d'affaires. Et on est 3 plus dans le chiffre. Et ça donne une visibilité au client pour savoir si on est solide ou pas, si on est capable de répondre à son projet et de suivre son projet qui va peut-être durer 6 mois. Donc, c'est important aussi pour le client. Aussi, on a des recommandations par d'autres clients, d'autres fournisseurs. Le client peut se renseigner et avoir des retours d'expérience sur ce qu'on a déjà fait, déjà construit. Est-ce qu'on est vraiment adapté au client? Le client peut se poser des questions sur notre capacité, parce que je connais certains bureaux d'études qui travaillent que pour l'équipementier automobile. Jamais il ira dans le domaine horticole, par exemple. Jamais. On a une capacité humaine aussi. Donc, la capacité humaine, pour moi, c'est déjà écouter le client, comprendre le client, parce qu'on a des vocabulaires. Vous avez un vocabulaire qu'on doit, nous aussi, apprendre et connaître pour pouvoir travailler ensemble. Et on fait beaucoup de concertation ensemble. Et puis aussi en ressources humaines disponibles, c'est-à-dire je vous parlais de capacité technique dans l'entreprise, mais on doit avoir une capacité aussi humaine, c'est-à-dire avoir du personnel qui est capable de répondre après pour les dépannages, la conception, le montage, l'automatisme sur les machines, et aussi être capable de transmettre, nous, auprès de vous, vos équipes de maintenance, niveau 1, niveau 2, n'importe, pour être capable de dépanner vous-même ou à distance, comme on disait, par exemple par une aide à distance, les machines. Ça s'apprend. On a un temps de formation aussi sur site pour que vous puissiez maîtriser la machine. Et c'est important. Dans la temporalité, en fait, on a plusieurs phases. Alors là, on va vraiment dérouler toutes les phases du projet. Déjà, on va sur site. Moi, je me déplace à chaque fois. Moi ou mes collègues, on se déplace. On va s'imprégner du client, de sa façon de travailler, de l'environnement. Il nous explique voilà ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. C'est ça l'objectif. Hein. Et on a besoin de se voir. L'établissement de l'offre de prix, c'est-à-dire en fait, à partir du moment que j'ai un cahier des charges construit d'une certaine façon, avec une idée dans la tête ou un paquet de papier qui est comme ça, eh bien, on va établir un devis.
un devis qui va rassembler en fait plusieurs choses, hein. On va dire la partie mécanique, la partie électrique, la partie sécurité. Ça, c'est des contraintes aussi nouvelles qui évoluent sur la fabrication d'une machine. La partie robotique, parce qu'on parle d'automatisme, mais on parle beaucoup de robotique maintenant. Le robot est un élément du commerce. Un robot tout seul ne fera rien du tout. Un robot, on l'achète comme un moteur électrique. On l'installe et on doit le programmer et le faire travailler, mais un robot tout seul ne fera rien. Et un robot n'a rien au bout. C'est souvent ce qu'il y a au bout du poignet qui est, on va dire, la conception pour que ça corresponde, on va dire, aux besoins, c'est-à-dire à votre attente aussi. La formation, j'en parlais tout à l'heure aussi, les dossiers techniques de maintenance et d'utilisation et tout ce qui est, on va dire, qu'est-ce que j'ai mis à suivre? Tarifs et conditions de règlement. Ah bah oui, c'est le bas de page. Comme on appelle le bas de page, c'est vraiment le tarif. Et ce tarif, il est construit à partir de tout ce que je vous ai cité au-dessus tout à l'heure. Alors, le client ne regarde rarement que le bas de page. C'est souvent ce qu'on fait au début. Et il ouvre et puis il regarde le bas de page, mais après, il va creuser quand même ce qu'il y a dans le devis. Quand même. Et puis, on fait une présentation de l'offre technique et financière au client. Et quand je dis technique, c'est bien dans l'ordre. D'abord, on explique ce qu'il y a et on explique le prix. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a dedans. OK. Ensuite, en phase 2, j'ai la commande. Chouette. Je n'ai peut-être pas été le seul consulté. Hein. Il y a peut-être d'autres fournisseurs aussi, comme moi, qui ont été consultés. Mais on a la commande. Donc, on va démarrer le projet. C'est parti. Donc là, on fait une étude mécanique. Pareil, un petit peu dans l'ordre du devis. Mécanique, électrique, automatisme. Pour l'instant, c'est vraiment du papier et de l'informatique. Donc là, on réfléchit un peu parce qu'il faut trouver une solution. Quand je dis l'étude mécanique, tout ça, c'est plutôt trouver la solution pour satisfaire le client en s'inspirant de ce qui est fait actuellement et le transformer plutôt en automatisme ou soit automatique ou soit semi-automatique, c'est-à-dire avec une opération manuelle associée à de l'automatisme. On fabrique des éléments spécifiques parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui n'existent pas dans le commerce qu'on va fabriquer. On achète des composants du commerce aussi, parce qu'on ne va pas fabriquer une vis, on va l'acheter, par exemple. On ne va pas fabriquer un distributeur ou un vérin, on va l'acheter aussi. Les moteurs électriques, comme je disais tout à l'heure aussi, on ne fabrique pas un moteur électrique, on l'achète. La phase 2, toujours, une fois que tout est fabriqué, acheté, on va faire le montage, le câblage et de l'équipement en fait en nos ateliers, de préférence, parce qu'on va faire de la mise au point aussi sur site. Donc, essai en conditions dans nos ateliers, programmation, on récupère des produits du client parce qu'on en a besoin pour valider avec vous. On récupère tout type de produits tels que définis au cahier des charges aussi, pour voir si la machine répond au cahier des charges avant de partir de chez nous, c'est-à-dire sur la cadence, la capacité, on va dire, comment on appelle ça, c'est plutôt propre au produit, c'est-à-dire, imaginez qu'on abîme le produit, donc ça ne va pas, il faut qu'on a un respect du produit, donc le client va nous dire, oui, ça me correspond, ça n'abîme pas mon produit. Ah non, là, par contre, j'ai un problème, ça abîme mon produit, il faut qu'on revoie certaines choses et tout ça. Donc ça, c'est important, les essais chez nous. Et puis, une fois que tout est, je dirais que c'est OK pour nous, on appelle le client vient, valide en nos ateliers avec les différents produits et avec les opérateurs qui seront, on va dire, responsables de la machine après. Ça peut être des fois, on reçoit plein de palettes. Je vous parlais des verres tout à l'heure. On a reçu plein de palettes de verres et hop,
avec les opérateurs qui seront concernés dans l'atelier de fabrication des verres, eh bien, c'est eux qui vont manipuler et se dire, bah oui, ça va. Ou des fois, c'est souvent les opérateurs qui ont une idée et dire, attendez, non, c'était pas comme ça, on faisait plutôt comme ça, et choses qui avaient été loupées dans le cahier des charges, parce qu'il n'y avait pas eu de concertation en interne avec les opérateurs, par exemple, parce que souvent, à la base, c'est les opérateurs qui sont vraiment à la base du problème et font remonter ou pas certaines informations, et ça nous manque après. Donc, on essaie vraiment de valider avec les opérateurs, savoir si ça leur convient, et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus apprécié quand la machine arrive sur site. Comme ça permet d'avoir la main et ça part beaucoup plus facilement. Et même, j'ai vu, pendant la conception, quand on n'est que sur des plans, on tire les plans en fait en grand format et des fois, on les affiche dans les ateliers ou dans les industries pour montrer aux opérateurs, voilà ce que ça va faire, voilà comment ça va représenter la machine pour donner une idée déjà visuellement de la future machine. En phase 3, ben, tout est validé, la machine fonctionne. Je ne dis pas que c'est au point encore, parce qu'on doit encore être dans le vrai du vrai, c'est-à-dire l'environnement du client. Donc, on fait la livraison et l'installation, et on fait les essais de production en fait en réel. Et là, c'est parti. Là, on met tout le personnel qui va bien, et même la maintenance aussi, quand il y a un service maintenance, pour vraiment qu'ils s'imprègnent de la machine, les produits, et on avale des pièces. Et puis, on fait la formation à l'utilisation et de la maintenance. Je dirais, une fois que c'est l'utilisation, c'est plus les opérateurs, la maintenance, c'est les services maintenance, mais des fois, c'est les deux. Un opérateur peut être déjà aussi intervenant niveau 1 sur la maintenance pour dire, tiens, la machine, je sais la régler pour que ça avance plus ou moins vite. Je sais régler un capteur parce que je vois que là, quand j'arrive, mon pot, il arrive, faut que je le détecte plus ou moins tôt pour que je puisse faire mon travail correctement, parce que des fois, les produits, quand on a une différence de produit, la machine peut réagir différemment aussi. Donc, il faut savoir régler la machine. Et puis aussi, on fait la réception définitive. C'est-à-dire que là, la réception définitive se fait rarement le jour de la livraison. On a souvent une période de production pour pouvoir déjà avaler tous les produits différents qui pourraient passer sur la machine et la capacité de la machine, parce que c'est quand même une machine spécifique qui n'existe pas dans le commerce. Donc, nous, on a un travail encore, même si on l'a bien travaillé dans nos ateliers, il y a encore à faire sur le site. C'est pour ça que la proximité est importante. Alors, je suis là. Et là, c'est un petit truc, en fait, que je vais vous montrer. C'est quelque chose, souvent, qu'on retrouve, mais on le prend à la rigolade. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je ne sais pas si c'est bien visible. C'est symbolique. C'est une balançoire accrochée à un arbre. Comment le client l'a demandé? Le client l'a demandé un peu surdimensionné. C'est-à-dire, une balançoire, vous savez comment c'est fait, mais le client dit, moi, je vais mettre plutôt 3 sièges. Un peu surévalué. Comment elle a été commandée? Donc là, elle a été commandée, en fait, plutôt avec un siège, mais en sécurité avec une corde quand même. En plus, on ne sait jamais. Enfin bref, un peu bizarre quand même. D'accord? Comment le prix fut estimé? Voilà, on a un petit problème parce qu'en fait, on est dans la négo et dit, ben non, ça va coûter un peu cher, tout ça c'est un peu trop cher, et c'est un peu cher, et c'est un peu cher. Donc finalement, on va réduire les coûts. Quand on réduit les coûts, il ne nous reste plus grand-chose. Donc ça, c'est pas bien. Comment le bureau d'études l'a étudié? Là, il y a un problème. Donc là, ça veut dire que là, on a un problème de concertation entre le client, le commercial et le chargé de projet qui dessine. Comment elle a été fabriquée? Donc là, il y a un problème de concertation entre le bureau d'études qui a dessiné et aussi la fabrication, parce que là, il y a une mésentente. D'accord? Vous comprenez bien qu'il y aura un problème
elle a été fabriquée, donc il y aura un problème au montage. Donc on va résoudre le problème. Ah ben voilà, j'ai trouvé le problème. Donc là, comment elle a été montée? On a trouvé une solution, c'est pas l'idéal, hein. D'accord? Et puis en fait, ben, comment le client voulait, c'est où je suis là, tac. C'était pourtant très simple. C'était quelque chose pour se balancer ludiquement. C'était une corde avec un pneu, tout simplement. Donc, vous voyez, l'évolution peut être à chaque étape. Il faut toujours se concerter, toujours avec le client, le bureau d'études, les différents services, on va dire, dans l'entreprise, et au final, les opérateurs, parce que c'est toujours, au final, les opérateurs qui souhaitent quelque chose à la fin, qui n'a rien à voir avec toutes les étapes précédentes. Merci. J'ai du temps ou pas? Oui. J'ai du temps. Donc là, je vais vous montrer quelques films de ce qu'on a réalisé, pas forcément propre à l'horticulture, soit qu'il y a un film qui vient de chez Thomas, mais on va commencer par tous les autres films. Sur la USB. Sur le USB et tout. C'était sur le répertoire que je vous avais donné. Ah oui, c'est là. Ça dépend de la machine. Ça peut être une machine qui peut être faite en 1 mois, ou ça peut être une machine qui peut être faite en 9 mois. Ça dépend en fait de l'importance de la machine. On a des machines. On a travaillé pour l'industrie d'une papeterie, par exemple, à Quimperlé, et c'est une grosse papeterie. Et là, il y avait 3 robots. Ça tiendrait même pas dans la pièce ici, pour vous dire. C'est quand même quelque chose assez énorme, autour des 600 000 € l'ensemble. Et on a mis 9 mois à peu près pour fabriquer cette machine. Je mets laquelle Alors, ben, mettez mise en caisse, PDM sur site. Alors, on va parler, tiens, carrément du site. Vérifier qu'il y a bien des palettes en alimentation et tout est géré en automatique. Donc ça c'était un gros projet, ça. Est-ce qu'on a d'autres? Chargement machine 2. Du coup, là, je fais de la machine. Par exemple, les autres produits. Vous voyez, dans la chemise cartonnée, tout le monde connaît la chemise cartonnée. Comme vous disiez, c'est de faire un peu plus. Et là, nous, on a fait la machine. On en a fait aussi une machine. C'est poser des élastiques. On fait du coup. Et là, on pose des élastiques. Vous avez vu la cadence, on est plus. Le roulement utilise 2 et on a une cadence de 1,6. Donc, posé sur
Et à côté de ça, oui, deux décalculs. Et en gros, c'est inusable. Vous voyez, ça, des petits œillets, par exemple, ça, c'est inusable comme système. À part le revêtement qu'on peut faire de temps en temps. Là, on voit les bobines élastiques qui sont déroulées. Là, on a la circulation des œillets dans les bras de l'œilleuse. Ça s'use. Ça, tous les 2 mois, on change. L'œillet mange tout le rail, ça s'use. Un dommage, c'est des machines quand même. Oui. Des fois, on peut vendre la même machine, mais à une autre entreprise. Alors, oui, mais il y a un mais. On peut l'arrêter, cette machine. Oui, on pose des étiquettes aussi, on vient contrôler que les étiquettes sont bien posées. Enfin bref, il y a de A à Z. Le produit, il sort, il est fini. Alors, avant de passer à un autre film, votre question, elle est intéressante parce que... Je voulais poser la question parce que de l'autre côté, je ne suis pas sûr qu'on a entendu. Alors, la question est, est-ce que je revends des machines uniques, des machines qui n'existent pas dans le commerce, qui pourraient être brevetées à un autre client ou un concurrent du premier client que j'ai moi? Ça, c'est possible, mais je le fais toujours en accord du premier client. C'est-à-dire qu'on peut à la fois signer un contrat de confidentialité en amont, souvent c'est les grosses entreprises qui font ça, mais on peut retrouver aussi peut-être dans une petite entreprise qui n'a pas l'habitude de la confidentialité ou de la propriété industrielle, mais jamais je n'irai vendre une machine que j'ai conçue pour un client à un autre, à un concurrent, sans l'accord du premier client. Et ça, c'est encore une fois, c'est la concertation avec le client, c'est la confiance avec le client. Moi, j'y tiens énormément. Et puis, notre défaut d'ailleurs, vous voyez, c'est qu'on a conçu des machines qu'on aurait pu breveter. Et je n'ai jamais déposé un brevet. Pour moi, c'est pas mon intérêt. Un brevet, c'est financier, ça ne tient qu'un temps. Et franchement, ça m'empêche pas de travailler. J'ai plus de 35 ans de travail, je dirais, ça m'empêche pas d'avancer, quoi. Donc moi, ma vie, c'est pas de déposer des brevets, parce que déjà, peut-être que si je prends un client qui fabrique des bobines de papier, il n'y en a pas 36 en France. Si maintenant il faut que je me spécialise dans ce domaine, peut-être que je pourrais, mais ça veut dire que je laisse toute autre activité à côté, et c'est pas mon intérêt. Moi, j'aime bien que ça change, j'aime bien retrouver des nouveaux clients, avoir des nouveaux produits, ça c'est mon intérêt. Donc, ma raison d'être, en fait, c'est ça. J'ai pas l'intention d'avoir de déposer des brevets, et j'ai pas non plus l'intention de léser les clients. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler pour les clients. On termine avec éventuellement la machine à Thomas. C'est une machine. Ou après le témoignage de Thomas, peut-être. Ou après le témoignage de Thomas. Bah, ça peut faire l'ouverture. On fait la transition. Je mets quoi? Alors, je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment. Je vais juste expliquer la machine. Je mets à pro ou dépôt? À pro. Et bonjour, reprenez-vous le Pour matériel. vous donner une idée que ça reste quand même manuel. On n'a pas des machines entièrement automatiques. Là, on prend les gros, les petits de votre 14, et avec des plaques, on doit les déposer sur le convoyeur. Le convoyeur ne s'arrête pas. Donc, vous voyez la vitesse déjà d'avance. On peut reposer, on peut remettre. Stop. Stop. Vous voyez, je pose 2 ponts quasi à la seconde. Cadence. Voilà. OK. Là, il y a un opérateur, mais il pourrait y en avoir 2 côte à côte pour assurer l'alimentation de la machine. Oui, un pause seconde à peu près, enfin, à peine un pause seconde, on va dire au final, on tend le taux, on appelle ça le rendement synthétique de la machine.
c'est 2500-3000 pots à peu près. On passe à l'autre. Et après, on se devait de trouver une solution pour dépoter. Alors ça, c'est la deuxième machine. En fait, on en avait déjà fait une avant. Ça, c'est plutôt un film. Enfin, les deux films, c'est la nouvelle machine. La nouvelle, vous savez avoir de l'âge. Hein. Et il a fallu que j'imagine tout le système mécanique pour, ça va très vite, pour simuler, je dirais, la main, de façon à ce qu'on puisse séparer la motte du pot. Et au final, derrière, là-bas, on a le pot qui va d'un côté et la motte qui va de l'autre, et on récupère les mottes pour les remettre en fait en place. Sans abîmer la plante, sachant que la plante, comme je disais tout à l'heure, le produit il est différent. Hein. La ramure, je ne sais pas s'il y en a une pareille, quoi. Ça peut être complètement différent. Donc, il faut faire attention à ça. On a une contrainte. Il ne faut pas abîmer les bourgeons. Il ne faut pas casser la ramure. Il ne faut pas casser les pots. Et ça, tout ça, c'est partie du cahier des charges. Et la cadence. Comment c'est des capteurs de pression qui se rappellent certaines? Non, c'est mécanique. On règle. On a des ressorts, effectivement, qui en fait, on pousse, mais on a une compensation par ressort, mais on reste mécanique. Et on doit avoir la synchro aussi. Ne pas oublier qu'on a des pots de 14, des pots de 12, enfin bref, c'est différent. Donc la machine doit pouvoir s'écarter. Elle est réglable alors selon les variétés, mais Thomas va mieux les expliquer que moi. Selon les variétés, c'est plus ou moins difficile à extraire. Donc il y a différentes contraintes et on travaille là-dessus. Merci. Bonjour, je vais me présenter aussi. Donc, Thomas Evelins, Hortensia France, donc producteur d'hortensia. Et ça fait déjà quelques années qu'on travaille avec A2MI. La première machine, je ne sais même plus en quelle année elle a été conçue, moi j'étais pas encore dans la boîte. Et en fait, la première machine, elle a été faite un peu sur le principe que Christophe a expliqué avec un cahier des charges. Et c'est un cahier des charges qui avait été monté à l'époque, il me semble, avec des aides de la région. Et il y avait un bureau d'études extérieur qui avait monté un cahier des charges. Et en fait, il y avait plusieurs entreprises qui sont inscrites sur le cahier des charges. Et puis, A2MI, à l'époque, avait été retenu. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on est rentré en contact avec A2MI. Et puis, on a fait évoluer le cahier des charges. Parce que, vu comment il était fait au début, ça correspondait pas à 100% à ce qu'il fallait. Donc, c'est avec l'expertise aussi de A2MI qu'on a fait évoluer le cahier des charges pour en arriver à la première machine. Donc, la vidéo que vous venez de voir, c'est déjà la deuxième machine. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, donc, c'est de dépoter des hortensias, ce qui se faisait à la main avant, mais qui était un boulot assez pénible à la longue. Vous imaginez bien dépoter des plantes qui sont bien racinées, qui tiennent bien au pot, surtout avec des racines qui dépassent, qui sont en dessous. Donc en fait, on a essayé de créer une machine qui faisait exactement la même chose qu'un humain. Donc on vient d'abord arracher les racines qu'il y a sous le pot. Ça, on l'a fait avec une brosse rotative qui vient brosser en dessous, enlever les racines qui dépassent. Après, sous la machine, il y a un système qui vient pincer le pot pour faire le mouvement qu'on fait à la main. Et puis après, on vient de sortir le pot ou la motte du pot avec les pinces que vous voyez. Et en même temps, par en dessous, et ça l'humain ne le fait pas ou peut presque pas le faire, c'est de pousser par en dessous avec une tige. Et à l'époque, en fait, il a fallu qu'on fasse refaire les pots, parce que si vous regardez dans les pots que vous avez, c'est très rare d'avoir un trou au milieu du pot. Et en fait, à cet endroit-là, les pots
pots sont injectés. Donc, quand en fabrication des pots, c'est là qu'ils mettent le plastique dans les moules. Et à l'époque, nos fournisseurs de pots n'avaient pas forcément de solution. Et puis, on a trouvé un nouveau fournisseur qui a trouvé une solution. Et c'était d'injecter à 3 endroits différents sous pot. Et du coup, il n'avait pas besoin d'injecter au milieu du pot. Donc, il faut aussi adapter en fait les produits en amont à la machine qu'on veut construire après. Donc ça, c'était la première machine. On a créé la deuxième machine aussi parce qu'on voulait augmenter la cadence par rapport à la première. Donc maintenant, les 2 machines tournent toujours dans notre entreprise. Et puis, depuis, là, on est à la 4e machine avec 2 autres machines qui n'ont rien à voir avec le dépotage, mais plus à l'effeuillage des hortensias. Mais ce sont des machines aussi qu'on a conçues avec A2MI. Et puis, on est en train de réfléchir sur la 5e. Je ne sais pas ce que je peux rajouter. Des contraintes de terreau, de tout ça, de voir de la poussière, justement, par rapport à la machine. Ouais. Comment c'est tout ça, c'est pris en compte dès le début dans les cahiers des charges. Une contrainte qu'on a en plus avec l'hortensia, qu'on ne voit pas forcément au début, mais l'hortensia est très acide et surtout les feuilles sont très acides. Donc c'est moins vrai pour les machines à dépoter parce que les feuilles sont déjà tombées, mais pour les machines à effeuiller, on a affaire avec les feuilles qui donnent encore du jus. Et il y a une très grosse contrainte de cette acidité et qui bouffe réellement le métal. Nous, la peinture, elle tient à peine et nous, il faut vraiment qu'on nettoie les machines à la fin et en fait, on les passe au gasoil pour mettre du gras pour éviter que ça rouille derrière. C'est assez impressionnant. Et ça n'abîme pas les plantes, le dit de passer le gasoil ou autre. Non, mais ça, c'est ça, c'est une fois que la machine elle est stockée. Parce que comme disait, nous, on a une très grosse saisonnalité sur nos cultures. Et en fait, le dépotage, c'est 3 semaines, 1 mois par an. Donc c'est très court. Les machines à dépoter, elles tournent un tout petit peu plus long, parce qu'elles vont tourner du mois de décembre jusqu'à maintenant à peu près. Ça permet, pour la rentabilité, c'est un peu plus intéressant que ça soit que sur des très courtes durées. Mais c'est une fois que la machine elle a fini sa saison, on la nettoie complètement et puis là, on met quelque chose pour la protéger. Qu'est-ce qui a motivé la création de la machine au départ? Pas la pénibilité du travail. Parce que là, on est arrivé, on fait 2 millions de pots par an. Il y a pratiquement la moitié qui est dépotée. On fait 1 million de pots. Dépoter 1 million de pots à la main, il y en a qui le font. Hein, mais nous, c'était pour le personnel, on ne voyait pas demander au personnel de dépoter 1 million de pots. Quelle a été la réaction des salariés quand ils ont vu arriver la machine? Là, très positif, ce qui n'est pas toujours le cas sur certaines machines, mais le dépotage était déjà dans l'entreprise une vraie contrainte. Les gens n'aimaient pas faire le dépotage, donc quand la machine est arrivée, ils ont bien aimé. Ce qui veut dire qu'ils faisaient plus ce boulot-là, donc ça a créé d'autres compétences, d'autres tâches. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a amené de nouveau dans l'entreprise? Il a fallu créer des équipes pour le dépotage. Ça s'est fait assez naturellement. Les gens, ils aiment bien travailler sur ce type de machine. Il n'y a pas de souci. Donc il a fallu qu'ils apprennent à se servir de la machine. Oui. Je dirais, il y a 4-5 personnes qui savent travailler avec la machine, parce qu'il faut la connaître. C'est sûr qu'il faut savoir travailler avec. Quand justement il y a un arrêt, il faut savoir où aller chercher pour la débloquer ou la remettre en route. Donc, si on vous met devant la machine sans expérience, les rendements ils vont baisser. On a des gens maintenant qui sont formés sur les machines. Qu'est-ce que ça a été le retour sur investissement? Ça prend combien de temps à peu près?
ou pour cette machine-là du dépotage? J'avoue que ces machines-là, moi, je ne sais pas trop parce que je n'étais pas dans l'entreprise. Ou dans les nouvelles machines que tu fais maintenant? Celle qu'on est en train de réfléchir, parce que là, en fait, l'effeuillage se fait à peau individuellement. Donc, comme vous avez vu sur la première vidéo, en fait, on vient mettre les peaux, les sortir des plaques, les mettre sur, ou dans les pinces ou sur un tapis convoyeur classique. Ça passe devant des machines qui soufflent les feuilles et après, on revient les mettre en plaque. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir enlever toute cette étape de sortir les peaux des plaques et de les remettre dans les plaques. Maintenant, on a des variétés qui sont beaucoup plus compactes, qui ont moins de feuillage, donc qui n'ont pas forcément besoin d'être effeuillées individuellement, et on pourra effeuiller à la plaque. Mais le problème des feuilles, elles ont toujours tendance à vouloir tomber vers le bas et du coup se bloquer entre le pot et la plaque. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est de pouvoir retourner la plaque et d'effeuiller les pots et donc la plaque à l'envers et que tout tombe vers le bas et puis après récupérer la plaque. Mais si on arrive à faire ça, là, on a 3 opérateurs qui mettent les pots sur le convoyeur et puis on en a 3 de l'autre côté qui remettent en plaque. Et si on arrive à effeuiller à la plaque, il y a juste une personne qui met la plaque sur le tapis et une autre personne à l'autre bout qui remet sur le rôle. Donc on peut gagner 4 personnes sur cet atelier-là. Après, la rentabilité, pour l'instant, je ne la connais pas parce qu'on n'a pas de devis encore pour savoir combien elle va coûter. Christophe, est-ce qu'il y a un ratio de retour sur investissement moyen lorsqu'on automatise une tâche manuelle? Alors, le retour sur investissement se fait effectivement sur… moi, je regarde toujours la partie, la valeur ajoutée sur le produit. Parce que le travail de Thomas, c'est de faire évoluer une plante. Et enlever le pot, ce n'est pas une valeur ajoutée au produit. Donc, c'est ça qu'il faut réduire, en fait, ce temps et garder du temps pour le métier. Premier, c'est de faire du bouturage, du repiquage et puis de planter, enfin, de faire évoluer une plante. Et c'est ça le premier métier. Donc, tout ce qui est manutention, ça commence souvent par ça. C'est tout ce qui est manutention, c'est souvent pas une valeur ajoutée au produit. Et là, c'est quasi la manutention un petit peu parce que c'est d'enlever, de séparer la motte et le pot. Franchement, on fait pas, il n'y a pas de valeur ajoutée sur le produit. Donc, c'est là qu'on essaye de trouver la solution avec un transfert de personnel. Le personnel, plutôt que de faire ça, vaut mieux qu'il s'occupe à son métier, aller faire évoluer une plante, plutôt que de dépoter. Et là, c'est ce qu'on peut gagner en personnel sur le dépotage. C'est là qu'on va calculer l'amortissement de la machine, en fait. Est-ce qu'il y a des aides financières pour la recherche et développement de la machine? On en a eu pour la toute première machine parce que le cahier des charges était subventionné. Actuellement, je connais pas les aides qu'il peut y avoir pour le développement de… Mais c'était Christophe qui a plus de… Alors, il y a des aides qui ont été lancées, même, on va dire, pendant la période Covid, par le programme Résilience de la région. C'est notamment sur tout ce qui est investissement robotique, numérique, logiciel. Il y a des aides qui sont subventionnées. Alors, il y a des enveloppes qui sont mangées très vite d'ailleurs, mais une entreprise qui a une intention d'investir dans un système automatisé, semi-automatisé, numérisé, pouvait avoir des aides assez importantes d'ailleurs, en subvention notamment. Il y a aussi des aides sur l'environnement, quand on a des machines qui sont plus propres, plus économiques. On peut avoir de la part de l'ADEME des aides aussi, mais ça dépend des montants, des enveloppes et puis des périodes. Je m'avance pas trop là-dessus. Autrement, ça peut être des aides locales. Quand je dis locales, ça peut être départemental, de la part, mettons, d'une chambre consulaire qui apporte une action sur le territoire et qui peut apporter des aides, mais des fois, ce sont des aides sur plutôt l'élaboration du cahier des charges, c'est-à-dire des études seulement, et non pas une subvention proprement dite pour l'investissement. Après, il y a des aides
pour des machines, mais c'est plus des machines de catalogue, les aides français Grimaire. Mais vraiment, pour concevoir une nouvelle machine, je pense que c'est plus compliqué. Ouais. On a eu une fois une aide de la MSA. C'était une petite machine pour faire des pré-trous dans des plaques pour des boutures. Et ça, c'était vraiment pour enlever aussi de la pénibilité, parce que c'était quelque chose à l'époque qu'on faisait à la main ou avec un pic ou un truc, mais c'était très répétitif. Elle a eu une petite aide de la MSA pour enlever cette tâche répétitive et de trouver une solution pour pouvoir automatiser, mécaniser les trous. Comme je disais tout à l'heure, il y a des aides effectivement pour que l'entreprise investisse pour enlever de la pénibilité, pour enlever des arrêts de travail. C'est plus par rapport à ça. Je veux dire aussi qu'il y a une vraie technique quand on veut créer une machine, on doit déjà regarder si cette machine n'existe pas elle n'est pas déjà commercialisée par quelqu'un. C'est ça qui met cette veille. Qui fait cette veille? C'est les clients, c'est ADEMI, les deux. Parce que je serai toujours plus cher qu'une machine standard sur catalogue. Oui, donc naturellement. C'est clair. Donc, si je peux diriger le client vers quelque chose qui existe déjà, voilà, c'est logique pour moi. C'est pas que je ne veux pas travailler, au contraire. Mais je sais très bien que s'il y a quelque chose qui existe, c'est que ça a déjà fait ses preuves. Ou alors, c'est quelque chose qui est compliqué à avoir. Par exemple, c'est une machine étrangère. Il ne l'aura pas en temps et en heure pour sa saison. Et lui, c'est un besoin réel. Ou alors, il veut vraiment qu'il y ait une proximité. Enfin, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, quoi. Une proximité pour le dépannage, l'assistance. Ça se compte tout ça, parce que si vous achetez une machine italienne, que après de toute façon les Italiens ne se déplaceront pas pour dépanner la machine, ou alors ils vous enverront la facture avant de se déplacer. Et là, je dis pas le montant de la facture, parce que c'est des déplacements qui coûtent très cher. Vous avez vite fait le calcul. Des fois, il vaut mieux se pencher sur vraiment un besoin. Parce que ça ne veut pas dire que la machine répondra aux besoins tout de suite en plus. Hein. Ça peut être un besoin qui a 60% par rapport à l'utilisation, alors que nous, on va être beaucoup plus des 95% de l'utilisation. Donc, ça se calcule tout ça. Et c'est vrai que c'est tentant, effectivement, qu'on peut avoir une machine sur catalogue qui n'est pas chère par rapport à une machine qu'on pourrait fabriquer, mais il faut regarder aussi le futur. Comme depuis qu'on a la machine à dépoter, j'en ai pas vu d'autres dans d'autres entreprises. Et pourtant, il y a pas mal de gens qui sont venus voir chez nous la machine à dépoter. Mais j'en connais pas d'autres dans le monde. Mais après, la machine à rempoter, il y en a. Voilà, il y en a. Mais les machines à dépoter, ça reste rare. Ce qu'il y a, c'est que les machines à dépoter, moi, je travaille en pépinière. Si tu veux, effectivement, quand l'hortensia est peu près, quand même, c'est vrai que tu as des variétés qui sont certainement chères. Et je vois en pépinière la diversité des choses. La machine sera vraiment pointue parce que ça va dans tous les sens. Et la complication est là. Et chez Thomas, tu ne fais que de l'hortensia aussi. Oui. Si vous êtes dans une autre entreprise, vous avez plusieurs produits. Ça fait quand même un investissement assez fort par rapport aux produits que vous sortez, quoi. Donc ça se calcule, ça aussi. Il faut que le produit soit assez standard quand même. Et là, déjà là, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement les branches, c'est pas toujours les mêmes. Mais on a d'autres machines, une machine à repiquer des boutures non racinées. Ben là, toutes les boutures doivent être quasiment identiques. Donc, et avant, on repiquait des trucs qui n'étaient pas tout à fait pareils, mais maintenant, on s'est obligé à prélever des boutures qui ont toutes la même longueur, qui ont pratiquement la même taille, la même tige. Donc, en fait, on s'oblige aussi à améliorer la qualité parce que la machine l'oblige. On a parlé tout à l'heure du montage et démontage de rôles qui est très pénible. Et toi, tu utilises des rôles danois, des rôles danois. Est-ce que ça, c'est un projet sur lequel vous travaillez ou est-ce qu'il y a une machine qui existe ou est-ce qu'on vous a déjà demandé ça? Démonter des rôles danois qui est
qui est l'élément qu'on trouve dans tous les entreprises horticoles et pépinières de France et d'Europe. Alors, c'est pas le montage et le démontage de rôles, c'est en fait l'accessibilité au rôle qui est pénible aussi. C'est-à-dire les piles de rôle. Oui. Ça existe, des machines qui baissent et qui montent. Oui. Donc voilà, c'est plus Mais ça il que existe aussi des machines pour le montage des rôles. Le démontage, ouais, ça existe déjà. Je sais qu'il y en a aux Pays-Bas, mais nous, on regarde même pas parce qu'on a un gros problème dans l'entreprise, c'est la saisonnabilité. Nous, le montage de rôle, c'est au mois de septembre. On en monte un paquet, mais après, c'est fini. Et les machines qui existent, elles sont sur le marché aux fleurs où ça tourne. Quoi. Tout le temps dans les grosses entreprises qui ont de la production quasiment toute l'année. Pour une machine qui enlève oui. les plaques, bon, après, ça se coince, c'est pour ça aussi que c'est pénible. Il faudrait qu'elles soient tous. Les machines, là, ils arrivent. En fait, ils viennent bloquer un rôle dans un gabarit. Et du coup, les dimensions, ils viennent vraiment standardiser les dimensions. Et puis, il y a des vidéos sur Internet des machines. Tous les planches qui sont un peu de travers, la machine vient les redresser. Et puis, ils arrivent à monter les rôles. C'est incroyable. Et ça existe. Y a-t-il d'autres questions? Avec vos 4 machines, vous avez 4 machines, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez gardé tout le personnel ou vous avez diminué le personnel? Nous, on a fait augmenter du personnel depuis qu'on a la machine, parce qu'en fait, ça nous a permis aussi à produire plus de volume. Ouais. Donc, on n'a pas diminué en personnel. Alors, ça, c'est une question qui est souvent posée. Ne serait-ce que par, des fois, je fais visiter mon entreprise par des collégiens, des écoles qui viennent voir ce que c'est qu'une entreprise. Et c'est souvent la première réflexion qu'on nous fait d'ailleurs, à part même des jeunes, c'est vous sucrez de l'emploi, vous supprimez du personnel. C'est complètement faux, parce que l'automatisme ne supprime pas de personnel, au contraire, dans la majorité des établissements, enfin des entreprises où j'ai intégré les machines, elles ont évolué, ces machines. Imaginez, je vous ai montré un film tout à l'heure qui fabrique des chemises cartonnées. Il faut savoir que là, on tourne à une chemise toutes les 1 seconde et demie. On fait 2400 pièces à l'heure. Avant, c'était une personne qui faisait ça et qui coupait l'élastique, qui mettait l'œillet et qui sur les deux côtés et qui reprenait une carte et ainsi de suite. D'accord ? On n'arrivait pas à la cadence. Cette entreprise, eh bien, elle a évolué et j'ai dû faire. Alors, c'est Exaconta, le groupe Exaconta. Ça doit être la 5e machine que j'ai fait. Et la première machine que j'ai fait, c'était en 1987. La première machine que j'ai fait pour eux, elle tournait à 1600 pièces heure. Déjà, c'était une révolution. Et là, j'ai fait des machines qui tournent à 2400 pièces heure. Et là, il a évolué. Donc, faut savoir que quand on achète une machine, c'est pas que la personne qui va travailler sur la machine ou les personnes, parce qu'il peut y avoir plusieurs opérateurs, c'est le cas sur cette machine, qui travaillent sur la machine. C'est la logistique, c'est la gestion, c'est le commerce, c'est la maintenance aussi. Vous voyez, c'est tout un ensemble autour de la machine. Donc, on crée de l'emploi dans les machines, en fait. Et même moi, d'ailleurs, parce que moi, il faut... je ne suis pas tout seul à fabriquer la machine. Donc, ça crée de l'emploi. Comme vous imaginez, une pièce, une chemise cartonnée, au prix qu'elle est, parce que c'est quelques centimes que ça sort de la machine. Si on n'était pas capable de la faire, ou alors on aurait, on va dire, trop de charges sur ce produit, il serait fait en Chine, il ne serait pas fait en France. Et aujourd'hui, on arrive à maintenir nos industries en France grâce à ça. Et à garder nos emplois aussi. Et à évoluer l'emploi vers non pas... Alors, moi, je me rappelle les premiers films, parce que j'avais été chez vous pour l'histoire des pots, là. Comment dépoter. Et je vais me mettre par là, parce qu'on va me voir. Je me porte là. La personne prenait la plaque, posait la plaque, prenait le pot et
sur le bord de la table, écrasaient le pot. Écrasaient le pot pour décolmater l'intérieur. Ensuite, le chignon, qui est en dessous, arrachait à la main tout ce qui était, on va dire, racineux. Et ensuite, par un coup de main de maître quand même, parce qu'il faut le faire assez vite, prendre la ramure et extraire le pot, la motte du pot. Et ensuite, il y avait un convoyeur quand même qui il posait sur le convoyeur, c'est un petit convoyeur à bande que vous connaissez, et qui filait vers, on va dire, un poste de réception où là, il reprenait, il mettait dans la plaque. Il prenait, il mettait dans la plaque. Et il y avait, je sais pas moi, 6-7 personnes qui faisaient ça d'affilée, quoi. D'accord? S'il manquait 2 personnes, parce que c'était faisable, hein, des fois, il pouvait y avoir, le matin, il y a une personne qui arrive, l'après-midi, elle n'est plus là. Comment on fait? Grosse problématique. Et les TMS, imaginez faire ça pendant, je sais pas, 8 heures, c'est un travail qu'on ne peut pas s'imaginer. On le fait, hein. Ouais, je le fais, mais je ne tiendrai pas 8 heures, enfin, plusieurs fois 8 heures en quelque sorte. C'est compliqué, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est de prendre la plaque, de poser la plaque, de prendre le pot, de mettre le pot. Je fais ça. Et puis après, le bout, je récupère mes pots vides, je les rempile, je vais les remettre, on va dire, dans un bac, parce qu'on va les stocker pour la prochaine saison. Et puis mes pots, je les remets dans les plaques, et puis je mets sur le roll, et puis après, ça va partir, ça retourne en frigo, et puis après, ça peut partir en commande, quoi, simplement. Enfin, franchement, ça n'a rien à voir, quoi. Et c'est souvent des problématiques comme ça. Il faut savoir que les chemises cartonnées, j'ai travaillé aussi sur un sujet qui était les trieurs, donc c'est le système à multipage, là, avec les petits onglets. La personne prenait à la seconde un intercalaire, posait, un intercalaire, posait, un intercalaire, posait, parce qu'il y avait de la colle qui était déposée, pressait, mettait dans un coin, recommençait, et ça, eh ben, l'entreprise avait à peu près 4 personnes pour 2 postes. C'est-à-dire qu'il y avait toujours 2 personnes qui étaient en arrêt maladie à cause de ça. Donc, c'est pas normal. Il faut travailler sur un système autre. Et aujourd'hui, Exaconta, c'est le même client, on a fait une machine qui assemble les trieurs, c'est-à-dire qu'ils ont à préparer toutes les couches des onglets. Ça prend, ça met, ça assemble, ça sort. Il y a à gérer ensuite, c'est que du conditionnement après derrière, c'est tout. Et là, vous avez 2 personnes, toujours 2 personnes, sauf qu'ils produisent beaucoup plus. Et du coup, ça permet d'être compétitif aussi par rapport à l'Asie qui peut faire des produits beaucoup moins chers et qui sont pas forcément de bonne qualité. C'est tout un truc, c'est un ensemble. J'ai fait des machines aussi pour visser, pour mettre des vis dans les pieds de sommier. Un pied de sommier, c'est du bois qui est tourné, hein, et on met une vis dedans. Au niveau sécurité, c'était pas du tout en sécurité le poste, et aussi il faisait 250-300 pieds à l'heure à peu près. Et là, j'ai fait des machines qui tournent à 550 pieds à l'heure à peu près. Donc, on est beaucoup plus rentable. Et la personne, elle a évolué dans son entreprise. Enfin, son entreprise a évolué et a embauché et a acheté d'autres machines et a embauché des gens pour s'occuper des machines encore en plus. Et de la maintenance en plus, il a fallu, comme il avait plusieurs machines, du coup, il a pris du personnel de maintenance pour s'occuper de ces machines aussi. C'est tout un environnement, en fait, autour de la machine. De toute façon, tout ce que vous avez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous voyez, ça passe par les machines. Et si c'est fait en France, c'est encore mieux. Donc ça retient la pénibilité et donc ça contribue à l'attractivité des métiers et des filières. Et autant dire que ça valorise quand même du personnel. Parce que écraser des pots, je ne sais pas, moi, je préfère m'occuper d'une machine que écraser des pots, quoi. Parce qu'au moins on a une autre visibilité en fait du métier, quoi. C'est différent, quoi. C'est différent. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes dans la filière du végétal en général? Je parle du maraîchage, la pépinière, l'horticulture, la fleur, tout ce qui concerne le végétal. Non. J'ai travaillé un petit peu, mais c'était plus la mise en conformité sur des machines aussi, parce que c'est des choses qu'on fait, de faire de la mise en conformité de machines, parce qu'il y a des machines qui sont vieillissantes et qui ne sont plus aux normes. On parlait de contraintes environnementales ou voire réglementaires. Et des machines où vous avez, je vais me mettre plus face à la caméra, c'est peut-être mieux. La caméra tourne.
Ah bon, c'est formidable ça. Vous avez des organismes de sécurité qui passent régulièrement dans les entreprises, qui vérifient si, on va dire, l'entreprise, si les moyens de production sont conformes à, je dirais, au code, on va dire, c'est pas le code civil, c'est le code du travail, voilà. Et vous avez des normes à respecter au pied des machines. Et nous, souvent, il peut y avoir des remarques de cet organisme et nous, on peut intervenir pour remettre aux normes ces machines, par exemple. Ouais. Mais nous, on a un panel tellement large d'activités et beaucoup de travail. Donc, non, c'est pas forcément. Là, c'était vraiment spécifique en fait, parce que quand même, faut l'avouer, c'est que dans l'horticulture, il y a beaucoup aussi, en règle générale, de machines standards qui existent, c'est-à-dire des moyens de. Je ne ferai pas une rempoteuse, en clair. Donc, c'est pas le but, quoi. Ou alors, il faut vraiment que je fasse que ça. Et là, j'ai mon produit. Et c'est pas mon intérêt. Moi, je change toujours. C'est vraiment du spécifique. Mais on peut avoir une problématique vraiment spécifique aussi dans une entreprise ou évoluer, ou des fois c'est quelque chose qui n'existe pas, mais ce serait peut-être simple, ou des fois c'est de bric ou de broc déjà fait dans l'entreprise qu'on veut industrialiser. J'ai travaillé pour le BHR, par exemple. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais c'est quelque chose qui voulait pour caresser, en fait, pour faire des tests. J'avais fait des petits systèmes de motorisation pour faire avancer régulièrement un frottement sur la plante. Voilà. Par exemple, donc on a travaillé sur le chariot avec une alimentation batterie, puis qui avec un automatisme qui va le faire tous les X temps. Enfin bref, choses comme ça. Mais c'est vraiment spécifique. Hein. Une question du chat qui concerne tous les deux. Est-ce que A2MI a travaillé sur la machine de tri capteur optique, entre guillemets, qui existe chez Thomas? Non. La réponse est claire. Non. Ça existe. Capteur optique, ça c'est pour le bouturage, ça? Non, je sais. Je pense que c'est la grosse machine à trier dans le hall. C'est une machine de tri, je pense. Oui, machine de tri. Non, mais c'est une machine hollandaise. Donc, c'est du commerce. Ça, c'est du standard. Oui, ils en ont fait plusieurs. Ouais. Et non, ils ne sont pas intervenus dessus. Non. Il y a d'autres questions, interrogations, remarques, suggestions. Techniquement, les racines qui sortent du bout, la machine arrive à bien les. Alors, on a travaillé avec un fabricant de brosses nantais qui s'appelle Julio Brosserie, avec qui on travaille toujours, et on a travaillé sur le produit pour arriver à une brosse qui arrive à enlever ce chignon sans trop s'user vite, parce qu'il faut aussi que ça. On sait que ça s'use. On parlait de pièces de rechange tout à l'heure. On sait que ça s'use. C'est une pièce d'usure et il faut savoir le changer rapidement pour en remettre une en place rapidement pour que ça puisse repartir à neuf. Vous voyez, et il faut la brosser s'use. Donc c'est un peu comme il faut trouver un réglage parce que on doit facilement régler la brosse parce qu'au fur et à mesure de l'usure, forcément, on brosserait moins, on aurait un problème de qualité. Donc c'est une brosse rotative en fait. Une brosse rotative, motorisée. Ouais, ça tourne. Et puis on en a plusieurs en stock et dès qu'on en a, parce qu'elles se rechargent en fait, on les redonne et puis ils viennent remettre les poils si on veut à la place. Et on réutilise le mandrin de la brosse et puis on reconditionne la brosse pour, c'est eux qui le font, hein, et pour que ça reparte. En fait, on ne change pas toute la brosse. Il ne faut pas que ça abîme les pots parce qu'en fait, aussi, on réutilise les pots. Et la question, les pots à la fin de la machine, ils sont empilés et réutilisés. Ouais. Tu les réutilises dans un boulot remontage? Oui. Donc ils sont lavés alors Ils sont désinfectés. Désinfectés, lavés? On ne va pas laver, on les désinfecte. Ils sont assez propres quand ça sort de la machine.
Et tu n'as pas de problème avec la robotisation? Bah, c'est moins marrant de rempoter avec des marrant. pots utilisés, mais ça se fait. D'accord. Bon, on baisse en moyenne hein, la vitesse, parce que sinon ça ne suffit pas, mais on arrive à les réutiliser. Et l'idée, c'est à un moment d'arriver à faire un pot conçu pour être réutilisé. Parce que là, on est sur des pots qui sont conçus pour une année normalement. Mais je voudrais voir avec des fournisseurs pour qu'on arrive à concevoir un pot vraiment conçu pour être utilisé. Ça se fait pour les plaques de bouture, entre autres. Et je voudrais faire la même chose pour les pots. Tout à l'heure, Thomas, il parlait du trou central. Ça, c'est pareil, parce qu'après brossage, mais en fait, on faut savoir qu'on a aussi sous la machine, on ne le voit pas, mais il y a des systèmes qui simulent ce que je vous montrais, le casse, on va dire, sur le bord de la table. Donc là, on s'est inspiré de ça, mais on a dit comment on va faire pour essayer de matérialiser ça et d'aider la plante, enfin d'aider, on va dire, la motte à sortir. Et le fait de pousser par le dessous, ça aide à tirer la ramure, en fait, hein, parce qu'on a des ramures plus ou moins fortes selon les variétés. Et même en pinçant bien, si ça résiste encore, eh ben, je peux arracher. Donc, en fait, le fait de faire un trou central, j'ai un doigt. Alors, imaginez la technologie entre les deux bras qui passent, qui sont synchro entre eux, déjà, parce qu'on n'a pas de lien, c'est deux moteurs synchronisés qui viennent et qui font la circulation, qui font monter, et le doigt du dessous qui est synchronisé avec le pot qui avance en même temps et qui pousse la plante et qui se retire avant l'extraction du pot. C'est tout un système, en fait, réfléchi. Hein. Ça paraît simple une fois que c'est fait. Vous deux, vous savez que vous avez retiré la pénibilité, les gens qui travaillent chez toi aussi, Thomas. Donc, ça devient une entreprise qui devient plus attractive parce qu'il y a moins de tâches pénibles. Tout ça, on est d'accord. Comment vous faites savoir à l'extérieur? Et là, ça va être une phase de transition sur la future thématique des matinales. Parce que c'est bien, vous avez fait un travail extraordinaire, etc. À la fois pour la visibilité, pour la rentabilité, etc., etc. Mais comment ça transpire à l'extérieur de l'entreprise? Comment les gens qui passent devant la route, on sait ça? Est-ce que ça transpire dans la communication, à notre niveau, je pense que c'est assez compliqué. Nous, on n'a pas de communication réellement là-dessus. Je pense que c'est plus les saisonniers, entre autres, et les permanents qui viennent travailler chez nous, qui en parlent et qui en parlent entre eux et qui font passer le mot s'ils sont satisfaits de venir travailler chez nous. Et en général, chez vos clients, les gens communiquent là-dessus ou pas? Alors, c'est pas nous qui allons communiquer parce qu'en fait, on a un droit de confidentialité. Et vos clients? Mais est-ce qu'ils transforment ça en image positive pour l'entreprise? Oui. C'est par rapport à l'image de l'entreprise. Maintenant, on arrive à aussi par les réseaux sociaux avoir des entreprises qui sont entre guillemets classées avec des petites étoiles comme on peut voir hein, sur Internet et sur certaines il y a des sites hein, qui classent les entreprises environnement je dirais conditions de travail ou autres enfin bref et ça peut aussi déboucher sur ça donc ça joue sur l'attractivité dans l'entreprise. C'est-à-dire que quelqu'un qui va postuler dans cette entreprise peut se dire « je sais où je vais » parce que cette entreprise respecte l'environnement. C'est très important maintenant parce qu'on le retrouve de plus en plus, que l'entreprise respecte l'environnement, a aussi, on va dire, un respect envers des salariés et dans les conditions de travail, dans le respect humain, en fait, en général. Et ça, c'est presque avant le salaire hein, maintenant. Et ça, c'est aussi l'intégration de l'entreprise dans la société. Que fait l'entreprise au-delà de son activité principale? C'est-à-dire elle aide le foot à côté, hein, elle subventionne l'association, elle intervient dans telle ou autre association, enfin, fait faire des visites aux collégiens, par exemple,
sur son entreprise pour valoriser son métier, enfin, s'ouvrir en quelque sorte et montre. J'ai un client on est en train de lui faire une machine, c'est un client qui fabrique des sacs poubelles et il fait régulièrement visiter son entreprise pour montrer ce que c'est que l'industrie aussi. Parce que, honnêtement, il y a quelqu'un, en fait, tu fais faire des visites et tu as 6 personnes qui sont en train d'écraser des pots sur le coin de table et tu fais repasser ces gens après avoir eu cette machine, que tu vois les gens qui ne sont plus en train d'écraser, mais plutôt alimenter, gérer la machine, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est pas la même image. Et c'est beaucoup plus porteur pour toi en attractivité que de voir des gens qui sont en train d'écraser des pots sur le coin de table. C'est pour ça que je vous amène sur le terrain de la communication. Ouais. Sur la prochaine thématique des matières. Mais ça, la communication peut se faire. C'est pas forcément. Alors moi, comme je vous dis, j'ai un droit de confidentialité. Non, mais non, mais peut-être vos clients. Mais les clients le peuvent, effectivement, et ça, c'est de leur responsabilité, ou en passant par des chambres consulaires ou n'importe qui s'intéressent à l'activité ou des séminaires ou d'autres événements, en fait, salons, n'importe, pour valoriser, en fait, l'entreprise, effectivement. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font votre métier dans les Pays de la Loire ou en France en général? Alors, je ne suis pas le seul. Il y a, encore une fois, c'est la dimension de l'entreprise qui est en adéquation avec le client au final. C'est important d'avoir une entreprise en cohérence. Je connais d'autres bureaux d'études qui ne vont pas du tout dans ce secteur-là. Mais vous êtes des concepteurs aussi, quoi. Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gens qui font exactement votre métier? Oui, mon métier, oui, mais pas à la même échelle. Okay. C'est-à-dire qu'on a différentes strates en fait dans l'industrie. Je n'irai pas travailler pour l'automobile directement. Il y a un gros bureau d'études à Angers qui s'appelle OSE. Eux, c'est leur boulot. Ils travaillent, ils font des grosses machines à plusieurs millions d'euros qui pour l'industrie automobile ou autre, ou aéronautique ou n'importe. Ça, c'est pas mon truc, par exemple. On a un peu nos spécificités, je dirais, de capacité, mais aussi des spécificités dans la conception. Par exemple, je ne fais pas de machines d'emballage pure et dure. Il y a des bureaux d'études qui font que des machines d'emballage aussi. Et des questions ou pas? Une petite question pour Thomas en termes d'organisation et de recrutement. Est-ce que ça a changé les choses en termes de profil recherché? Est-ce que l'équipe maintenance a été plus importante qu'avant? Ça a évolué avec le temps. Nous, on n'a pas forcément recruté pour la maintenance, on cherche, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé. Mais en interne, on a des gars qui se débrouillent très bien. Donc, ça se passe bien. Et puis, on a la proximité. Donc, dès qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer nous-mêmes, on les appelle tout de suite et en général, ils savent se déplacer assez rapidement. Alors, ça passe par un coup de fil déjà. Ouais. Et on essaye de dépanner rien qu'à distance. Ouais. Par la connaissance de la machine. Et puis après, si c'est vraiment, je dirais, bloquant, on se déplace dans la mesure du possible. Parce qu'on n'est pas non plus à attendre qu'un client tombe en panne, hein. Mais on essaye de réagir le plus rapidement possible. Et donc, les opérateurs qui sont sur les machines doivent assurer la maintenance de premier niveau, je suppose. Et donc, eux, ils ont une formation par ADEMI sur oui. Comment assurer cette première maintenance, oui. C'est ça? Les points sensibles de la machine, on répertorie les points sensibles et on leur dit, là, il faut faire ci, il faut faire ça. On essaye de former, on va dire, à l'essentiel. Et souvent, même au fur et à mesure de l'utilisation durant les années, la machine peut vieillir d'une certaine façon et on se dit, là, il faut faire plus attention à ça maintenant qu'avant, tout simplement. Hein, c'est la vie de la machine, quoi. Parce que cette machine, je ne sais pas, elle a quel âge? Je ne sais pas, moi non plus.
suis incapable de dire, mais je crois que la première, ça devait être peut-être bien il y a 8 ans ou 10 ans. Je pense, ouais. Ouais. Donc celle-là, elle doit avoir, mettons, 4-5 ans, 5 ans. Voilà, plus que ça. Plus que ça. Ouais. Il faudrait que tu en commes une deuxième, là. Ouais. C'est vrai que les profils des gens qui écrasaient les pots sur la table, c'est pas forcément les mêmes que ceux qui sont à la machine maintenant. Ça modifie un tout petit peu les profils. D'où la formation aussi, dans les centres de formation, dans les lycées ou n'importe. Je parle de l'éducation en général, hein, de l'éducation et de la formation en général. Il faut être aussi faut connaître un petit peu ce qui se passe dans les entreprises pour connaître son métier plus tard. Parce que c'est important. Ça veut dire que vous n'allez pas apprendre à écraser des pots sur le coin de table. On va passer à un métier différent, utilisation de machines, de la technologie. Donc, il faut s'approprier et se dire, est-ce que je suis capable? Oui, de toute façon, tout le monde est capable, mais il faut être formé à ça. Je l'avais dit déjà une fois, il me semble ici aussi, c'est qu'une formation horticole, en fait, maintenant, il faut avoir une petite partie pneumatique, hydraulique, parce que on a de plus en plus de machines et la première maintenance ou le premier dépannage, il faudrait qu'on arrive à le faire en interne. Donc, on demande un tout petit peu aussi aux gens qui viennent travailler chez nous quand même d'avoir un peu de technique. Avoir un tout petit peu de technique, ouais. Comprendre le process comment ça fonctionne, une machine. Avoir un esprit logique aussi sur une utilisation d'une machine. Une machine, c'est bête et discipliné. Elle va faire ce que vous allez lui dire de faire. D'accord? Vous montez sur un tracteur, vous passez la première, vous savez que vous allez arriver à telle vitesse. Vous passez la deuxième, la troisième, ce sera une autre vitesse. C'est exactement pareil. Il faut savoir utiliser une machine comme un tracteur ou autre derrière. Il y a un point de technique, toujours. Et on est sur des automatismes avec on appelle ça un dialogue homme-machine. Alors, c'est un afficheur qui va vous expliquer combien vous faites de pots à l'heure, à quelle vitesse vous tournez, tout ça. Donc, il faut savoir utiliser un panel dialogue homme-machine. C'est pas compliqué. Tout le monde a un téléphone. C'est un peu pareil. Maintenant, on peut même tout juste si on peut pas piloter. Alors, c'est pas une Tesla, la machine, mais on peut piloter certaines choses à distance avec le téléphone aussi. Moi, j'ai une question, mais c'est vers tout le monde, que ce soit présentiel ou à distance. Est-ce que vous vous attendiez à une présentation? Est-ce que vous connaissiez ce métier? Est-ce que vous aviez des connaissances en fait déjà sur je dirais notre métier de fabrication de machines, d'utilisation de machines localement, parce qu'on parle toujours de machines, mais des fois des machines qui viennent de l'étranger. Et est-ce que vous saviez qu'il y avait sur le secteur des fabricants de machines capables de répondre à un besoin en fait dans votre domaine? Non, je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. On connaît nos fabricants de machines, on connaît bien, ils sont aussi équipés qui font aussi de la maintenance, mais en termes de création de machines, je ne pensais pas qu'on pouvait en faire dans la région. Pour moi, il fallait partir au Hollande, par exemple, pour la machine horticole. Oui, parce qu'on pense tout de suite dans l'idée, on a dans la tête machine produit hollandais, parce que c'est les maîtres en la matière. En fait, les machines hollandaises, effectivement, aux Pays-Bas, ils savent faire des machines, mais plutôt des machines de série. Parce que ça existe aussi des spécialistes, mais ils vont rester aux Pays-Bas. Ils vont vouloir venir en France pour la maintenance, pour le suivi. Ils savent que ça peut être compliqué. C'est aussi valable pour les machines spécifiquement. Alors, dans le chat, j'ai oui, mais pas à 2,5. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais c'est tant mieux. Il y a forcément quelqu'un d'autre. Mais c'est tant mieux. Ça veut dire que oui. On nous dit Genex.
Alors, Gemex est à l'origine un concepteur de cahier des charges. Monsieur Valab, je connais, et il habite, je crois il a repris une société sur Durtal et conçoit un peu aussi des machines, mais plus spécialisées dans l'électrique électronique aussi, conception de machines. Enfin, on se voit de temps en temps, donc on se connaît. Durtal, c'est confirmé. Et c'est à peu près de la même dimension que nous, donc on se connaît très bien. Et on n'est pas concurrents. Très bien. Eh bien, s'il y a plus de questions. Non. Bien sûr. Des questions dans la salle. Eh bien, écoutez, on va clôturer cette matinale. Merci de vos interventions. On voit qu'il y avait encore beaucoup de choses à découvrir. Ce que je retiens, moi, c'est que l'automatisme, faut pas en avoir peur, au contraire. Ça peut faire monter en compétences et ça réduit surtout la pénibilité au travail. Et je pense que l'avenir de nos métiers du végétal, il passe aussi par là, parce que des travaux trop pénibles, demain, c'est plus acceptable par les gens. Donc, si on veut être une filière attractive, il faut intégrer qu'il y a des solutions technologiques pour faciliter le travail, il faut les intégrer dans notre quotidien et que ce n'est pas destructeur d'emplois, c'est au contraire pour favoriser de meilleures conditions de travail et redévelopper aussi l'emploi sur d'autres domaines et rester sur le cœur de cible. Merci. Les prochaines matinales du végétal auront lieu le 14 septembre à 9h30 en live au Salon du Végétal. Donc, on va déporter nos matinales pour le Salon du Végétal parce qu'on voulait profiter de cette vitrine-là pour terminer ces matinales sur la thématique d'un marque employeur. Et donc, on aura d'autres experts et d'autres témoins. Mais là aussi, on parlait de communiquer sur l'attractivité de la filière, l'attractivité technologique aussi, parce que pour moi, c'est aussi une marque d'entreprise d'évoluer technologiquement et de prendre en considération la santé et la sécurité au travail. Voilà. Un autre rendez-vous. Autre rendez-vous végétal. En fait, c'est le résultat de la première des matinales qui est sur l'empreinte carbone. Il y aura une intervention, un témoignage. On a constitué un groupe de travail sur l'éco-conception. Ce sera le mardi 13 septembre de 13h30 à 14h45, toujours en direct au Salon du Végétal. Donc là, c'était la suite de la première matinale du végétal sur l'empreinte carbone, où un groupe de travail s'est constitué autour de l'analyse de cycle de vie des produits. Et ce sera l'occasion de témoigner un petit peu de cette expérimentation, parce que ça s'est enclenché derrière avec des entreprises, et ça, c'est intéressant. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Merci.